19h45, la Barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 15 août 2021. Sur ce plateau, ce dimanche, nous avons comme invité du journal Dr Abdallah Suleiman, président du parti politique Niger ENA, Niger en avant. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Je rappelle avec vous, il sera question de la situation socio-politique du pays. Mais en avant, nous allons suivre le déroulé de l'actualité. Cela dit, poursuite des activités de l'ambassadeur du Pakistan au Niger à l'occasion du 74e anniversaire de l'indépendance du Pakistan. Il a à cette occasion procédé à la plantation d'arbres suivie de l'inauguration d'un centre de formation au profit des femmes en cette journée du 15 août 2021. Le résumé avec Asma Sedou et Aboubakar Souley. C'est un prélude à la fête de l'indépendance du Pakistan, célébrée le 14 août de chaque année, que l'ambassadeur du Pakistan au Niger et son staff ont procédé à une série d'activités tout au long de la journée du 14 août 2021. Parmi ces activités, l'on peut citer la plantation d'arbres et l'inauguration d'un centre de formation dénommé l'école pakistanaise à vocationnel au profit des femmes. Today, we are celebrating 75th Independence Day of Pakistan. Nous avons choisi cette année de partager ce moment avec le peuple de la République du Niger. Et c'est pour cette raison que depuis ce matin, nous sommes en train d'entreprendre une série d'activités. Ce matin, nous avons fait un don de table-banc au profit d'une école. Et après la cérémonie de remise de table-banc, nous avons également procédé à la cérémonie de remise d'équipements pour une électrification solaire donc dans l'enceinte de l'école pakistanaise des enfants désœuvrés. Et nous sommes retrouvés ici encore. Avant cette cérémonie, nous avons procédé à la plantation d'arbres. Après la plantation d'arbres, maintenant, nous venons d'inaugurer l'école pakistanaise vocationnelle pour la formation des femmes. For the people of Niger. So in the morning, we have donated benches, then we have donated solar system. Les femmes qui seront dans ce centre bénéficieront de plusieurs formations. Allah, we are hopeful that when they will bear the fruit and people will eat mangoes, they will pray for us. Ce centre que nous venons d'inaugurer également de formation à l'endroit des femmes comporte plusieurs volets de formation. Il y aura donc des cours d'anglais et il y aura aussi donc des cours de couture qui seront dispensés aux femmes. Il y aura également la formation à l'usage de l'outil informatique qui sera également dispensé à l'endroit des femmes. L'usage de l'outil informatique, tout comme la couture, sont des activités qui, une fois maîtrisées, peuvent permettre aux femmes d'avoir une certaine source de revenus, d'avoir une certaine autonomisation financière qui va leur permettre de contribuer au niveau du développement de leur tissu social immédiat, c'est-à-dire au niveau de leur famille. The girls and women can learn this teaching so that they can be the contributors in the economy of there. Espérons que ces gestes du gouvernement pakistanais à l'occasion de la fête de l'indépendance à l'endroit de la population nigérienne soient utilisés à bon escient. Cérémonie de remise de dons ce matin aux sinistrés de la population de Gabgoura, victime des inondations. L'œuvre est celle d'un fils du terroir, le député Ismaël Issoufou Salifou. Il entend, à travers ses gestes symboliques, apporter son soutien à cette population meurtrie par les eaux de pluie. Boubacar Ibrahim Sadoudoumi. Venir en aide et apporter un peu de réconfort à l'endroit des sinistrés du village de Gabgoura, victimes de la forte précipitation qui s'était abattue sur la capitale. Voilà entre autres objectifs poursuivis par le député Ismaël Issoufou Salifou à travers la remise de cet important don. Une action salvatrice qui tient lieu du moment pour cette population en situation de vulnérabilité. C'est vraiment un don symbolique que nous avons eu à faire au village de Gabgoura et à la population aussi de Gabgoura, qui sont vraiment
sans abri, parce que c'est nos parents qui sont dans une situation de vulnérabilité, tant alimentaire et puis médicale. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Prenant la parole au nom de la population de Gabougoura, le chef du village n'a pas manqué de dresser ses remerciements à l'endroit du donateur tout en rappelant les principales raisons qui causent les inondations dans le village. C'est des sentiments de satisfaction. L'honorable député est à nos côtés depuis que nous sommes dans cette situation aussi catastrophique qu'elle soit. Il nous a toujours assistés avant même que nous connaissions des événements aussi douloureux que le moment que nous vivons. C'est notre fils, c'est notre frère, c'est notre petit-fils. Il a su comprendre que vraiment dans de telles situations, il va falloir apporter son aide, ce respect qu'il soit, en tout cas de compatir vraiment à la situation et de compatir à la douleur que vit cette population dans cette situation aussi critique. Donc nous ne pouvons que le remercier. Son geste est vraiment louable et nous allons faire bon usage de ce qu'il va tout de suite distribuer à la population. Cette cérémonie de donation a été l'occasion pour la population du village de Gabougoura de demander aux députés d'être leur porte-parole auprès des décideurs en rappelant la situation dans laquelle elle se trouve. Un appel pressant a également été lancé auprès des autres bonnes volontés à emboîter les pas du député Ismaël Issouf Salifou. Le Niger, à l'instar des autres pays, a pris des mesures drastiques pour faire face à la pandémie du Covid-19. Parmi ces mesures, on retient la fermeture, et c'est pendant plusieurs mois, des frontières, une situation qui a sérieusement affecté le déplacement des populations et les migrants semblent être les plus concernés. Suivez ce reportage de Ismaël Mouni réalisé dans le cadre de l'initiative UNESCO. Assis, téléphone en main et pensif, ces étrangers ne savent plus à quel sens se vouer. Avec le téléphone comme seul moyen d'être en contact avec leur famille. Ces expatriés ont vu leur mobilité limitée à cause de la pandémie du coronavirus. La Covid-19 a sérieusement impacté leur vie. Depuis 2019, on a eu Covid-19 et que pour voyager, c'était vraiment difficile et c'est délicat. Au fait, pour quitter de Niamey, aller Bénin, Togo, on n'a plus accès. Donc, pour traverser la frontière, c'est très très difficile. C'est devenu, on dirait, le voyage est devenu l'or pour se débrouiller avant d'aller voir les parents. Nous prions que cette maladie épargne beaucoup de monde pour que nous soyons vraiment à l'aise. Le Covid-19, là, vraiment, ça a affecté beaucoup de choses. Je pense que ce n'est pas moi seul. Il y a beaucoup de chances que ça a affecté, mais personnellement, moi, ça m'a affecté parce que je ne pouvais pas voyager comme il le faut. Il y a eu là, ils ont ouvert les frontières, mais malgré tout ça, donc tu sens que les gens n'arrivent pas à voyager comme il le faut. On prie le bon Dieu que Dieu éloigne la maladie là à jamais. Le boulot aussi, ça balance de gauche à droite. Donc vraiment, Covid-19, là, c'est une maladie qui n'a pas été facile pour nous. Malgré toutes ces contraintes, la pandémie n'a pas empêché certaines personnes de traverser le désert. Celles-ci voyagent sans aucun respect des mesures barrières. Les migrants testés positifs représentent plus de 60% des cas des personnes infectées par cette maladie à Agadez, la deuxième région la plus touchée du Niger après Niamey, la capitale. Les migrants infectés sont des refoulés du Maghreb. Dès le début, arrivé à Samaka, avec la DRSP, nous soumettons tout le monde, nigérien qui est étranger, tous ceux qui viennent de l'Algérie à travers le poste d'entrée d'Assamaka sont soumis au test rapide. Donc déjà, il y a un mécanisme de détection qui est sur place. Mais aussi arrivé à Agadez et avant le départ, déjà arrivé à Agadez et jusqu'à le jour de départ, comme je disais, ces migrants sont soumis à des stricts respects et encouragés à respecter les mesures barrières. Mais au moment de départ, ils sont soumis à ces tests PCR et ceux qui testent positifs, leur départ soit annulé et qu'ils sont automatiquement et systématiquement transférés au pavillon de prise en charge au CHR d'Agadez et qu'ils soient pris en charge
pendant la période nécessaire et qu'il soit traité et qu'il soit soumis aussi aux tests de contrôle, ce qui fait un peu augmenter de temps en temps les chiffres de la région d'Agadez, puisque dans chaque groupe, on arrive toujours à avoir des cas positifs. En dehors des préjudices sur la mobilité, le coronavirus a aussi impacté de manière considérable tous les secteurs, et cela dans tous les pays du monde entier. Voilà, je l'ai annoncé en début de cette édition sur ce plateau comme invité du journal, Dr Abdallah Suleiman. Docteur, je reviens vers vous. Alors, je rappelle que vous êtes professeur visiteur à l'Université de Johannesburg sur le programme de master de recherche en élaboration et gestion de la politique industrielle en Afrique. Vous êtes consultant international sur les politiques de développement. Vous êtes également homme politique, président d'un parti politique Niger-ENA, Niger en avant. Vous avez participé aux récentes échéances électorales du pays. Alors, quel bilan de votre participation et quelle expérience avez-vous tiré? Oui, merci pour l'occasion que vous m'offrez. C'est la première fois que je prends la parole de manière publique depuis la tenue des élections générales passées. Pour nous, ça a été une première expérience. C'est une jeune formation politique Niger en avant qui va bientôt fêter son premier anniversaire d'existence, donc au courant du mois de septembre, Inch'Allah. Et notre dynamique et l'animation qui ont présidé à la création de ce mouvement politique, c'est vraiment de propulser une dynamique de progrès au Niger qui, de notre point de vue, faisait trop du surplace. Et on s'est affirmé comme étant un parti de gouvernement en prenant part à toutes les élections qui ont eu lieu, donc au niveau des élections locales, au niveau des élections législatives et même des élections présidentielles. Nous avons mené une campagne tambour battant et je suis très satisfait de toute l'expérience qui a été acquise, parce que moi je peux dire que je mets au défi pratiquement tout le monde de faire mieux en termes de couverture du pays. Et je dois préciser que sur la durée de la campagne électorale, les 3 semaines, nous avons parcouru quand même 7500 km. Depuis Terra jusqu'à Difa, nous avons fait toutes les régions de ce pays. Nous avons parcouru des villes, des villages, des hameaux, des campements à la rencontre des populations pour faire passer notre message politique. Mais la sociologie politique et la dynamique du pays étant telle qu'il y a une certaine inertie. En tant que premier acteur nouvellement venu sur la scène politique, vous n'avez pas la tâche facile. Parce que moi, dans certaines contrées, je vous assure, j'étais allé à la rencontre des populations qui avaient déjà leur parti, mais ces populations ne connaissaient même pas le leader. Et c'est la première fois qu'elles voyaient de visu un candidat au présidentiel venir les retrouver. Mais ils ont une fidélité marquée pour ce parti parce que simplement, il y a un bienfaiteur, il y a de cela 20 ans, 25 ans, qui a fait beaucoup pour le village. Et le village lui est reconnaissant, le village reste attaché à ce parti-là. Donc vous voyez comment, de façon simple, on peut s'asseoir en fait sur un héritage et engranger des performances électorales qui n'ont rien à voir en réalité ni avec le message politique, ni avec la dynamique de la campagne. Donc le travail d'ancrage, qui est un travail extrêmement fondamental, et d'implantation du parti, c'est ce à quoi nous allons nous atteler dans les prochaines années pour nous assurer que notre parti pourra être partout présent sur l'ensemble du territoire national. Bonne chance, Président. Alors, vous faites également partie de la coalition qui a soutenu le Président Bazoum. Alors, quel commentaire faites-vous de ces premiers mois de gestion du pays? Oui, bon, il y avait le président Bazoum et le président Ousmane qui étaient allés au second tour. Donc, le choix devrait se porter sur l'un ou l'autre. Après discussion, après réflexion et engagement de toutes nos bases à l'intérieur du pays, nous avons porté notre choix sur le candidat Bazoum, bien que nous ayons beaucoup de respect pour le président Ousmane, qui est un homme d'État et un démocrate très sincère que nous saluons et dont nous reconnaissons vraiment la bonne volonté. Mais de notre point de vue, le président Bazoum offrait toutes les garanties de stabilité dont le Niger a besoin, particulièrement dans le contexte qui est le nôtre. Et ce choix, nous l'assumons et nous sommes d'autant plus heureux de l'avoir fait qu'en si peu de temps, le président Bazoum est en train d'insuffler un souffle, sinon une dynamique nouvelle à la gouvernance dans ce pays. Sa proximité avec la population, sa façon d'engager tous les acteurs
sociaux dans la gestion du pays. On l'a vu en si peu de temps être champion des problèmes de l'école, engager une réflexion pertinente avec tous les acteurs de l'école pour trouver des pistes de solutions, ce dont nous avons tant besoin dans ce pays, puisque l'école est pratiquement par terre et tout le monde le reconnaît. J'en veux pour preuve les résultats aux examens qui viennent de se passer. 20% de résultats au BPC, je ne sais pas si on s'imagine les conséquences sur l'avenir de ce pays. Donc il faut vraiment, on avait besoin de secouer le cocotier pour réveiller vraiment la conscience nationale sur des questions importantes, éminemment importantes du développement de ces pays, dont l'école. On a vu également sur le plan sécuritaire le déplacement qu'il a effectué sur le terrain, aller jusqu'à Baroua. C'est là-bas que se joue l'avenir du Niger. C'est là-bas où on est face à des menaces qui sont en train de causer du tort à nos populations, mais qui sont en train de fragiliser également l'État. Le président Bazoum est allé sur le terrain. Il faut lui reconnaître, c'est un acte courageux et qui a été salué, qui a été reconnu par les forces de défense et de sécurité qui aujourd'hui sont galvanisées dans leur mission. C'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, je ne dis pas que les problèmes sont résolus, mais en si peu de temps, au moins sur le plan symbolique, sur le plan de la nouvelle dynamique qui se met en place, c'est quelque chose d'extrêmement encourageant. Et je pense que les Nigériens doivent saisir cette chance-là pour se mettre derrière lui, constituer une force progressive qui va contribuer à la réalisation des objectifs de développement dont ce pays a besoin. Alors, s'il faut parler de la gestion du président Bazoum, l'actualité pendant ces 3 mois, c'est la lutte contre la corruption que lui-même il a engagée. Alors, comment vous trouvez, vous croyez à cela? Je pense que, très clairement, on ne peut plus continuer à se mentir. Aucun pays ne peut se développer dans la corruption. Donc, il faut qu'on fasse cet effort-là, d'assainir notre système de gestion, de faire en sorte que, quand vraiment vous prenez de l'argent indûment de l'État, que vous puissiez rendre gorge. Ce n'est pas acceptable. On ferme les yeux pendant des décennies sur le problème qui est réel, qui est un vrai cancer, qui est en train de gangrener tout notre système administratif, tout notre système politique, tout notre système économique. Et à cause de cela, on fait du surplace et on fait comme si de rien n'était, comme si tout était normal. Le président Bazoum a eu encore une fois le courage de prendre à bras le corps le problème et de l'annoncer très clairement. Je n'invente rien quand je rappelle sa phrase à l'occasion de son discours d'investiture, où il a clairement dit ce qui faisait le lutte de l'impunité, c'est le clan, c'est la tribu, c'est le parti politique. Eh bien, il a dit clairement qu'avec lui, rien de tout cela ne pouvait protéger, n'est-ce pas, les corrupteurs et les corrompus. Donc, une nouvelle dynamique est en train de se mettre en place et qui est porteuse d'espoir. C'est de cela dont on a besoin dans ce pays. Et c'est pour cela, je pense qu'il faut qu'on continue. Ce n'est pas un coup d'éclat qui va résoudre les problèmes. Donc c'est plus une œuvre de longue haleine et surtout considérant le fait que le problème est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. C'est à tous les échelons et à tous les niveaux. On le sent, on le vit au quotidien. Donc il faudrait accepter de faire cet effort-là, de se dire qu'à partir de cet instant, ça suffit, il faut qu'on arrête. Et je pense que les examens qui ont été organisés, les résultats quelque part traduisent aussi le fait qu'il n'y ait pas eu de fraude ou de fraude d'une certaine ampleur, où les gens avaient les sujets, donc ils allaient composer en sifflotant et puis ils sont admis. Ce n'était pas possible et on a vu le niveau réel de l'école. Donc c'est vraiment des dynamiques nouvelles qui se mettent en place et c'est toute la raison d'être de la constitution de notre parti. Quand on dit Niger en avant, ce n'est pas un slogan vain, c'est parce qu'on veut que notre pays aille de l'avant. Et ça, c'est des conditions préalables pour enclencher cette dynamique-là. Et c'est pour cela que nous sommes de tout cœur, de toutes nos ressources intellectuelles, de toutes sortes avec nos militants, pour vraiment contribuer à cette dynamique-là, l'affermir et s'assurer que ce pays-là avance. Président, parlons de sécurité. Quelle est votre vision sur la gestion de la sécurité ici au Niger et dans la sous-région, notamment le Sahel? Et oui, le Sahel, c'est une zone d'inquiétude, particulièrement la zone des 3 frontières. Vous voyez, maintenant, c'est plus des attaques sur des civils, des populations innocentes. Si ce n'est pas au Niger, au Mali, c'est au Burkina, sinon au Niger. C'est une dynamique infernale qui est en train de s'enclencher et qu'il faudrait reverser. Et je salue encore une fois les efforts qui sont en train d'être faits au Niger. Comme je l'ai dit, le président Bazoum, en redonnant le moral à nos forces de défense et de sécurité, est en train de créer les conditions justement de la sécurisation de nos populations.
Et j'espère que la dynamique qui est en place et qu'on observe tous les jours va se raffermir dans les prochains mois ou même les prochaines années et que notre pays puisse être en sécurité. Mais il ne faut pas aussi se leurrer. Dans ce contexte-là, la sécurité, elle ne peut être que collective. C'est-à-dire, le Niger ne peut pas être totalement sûr si les problèmes persistent au Mali, si les problèmes persistent au Burkina, si les problèmes persistent dans le lit du lac Tchad. Donc, l'approche sécuritaire doit encore être traitée une fois de plus et de façon beaucoup plus approfondie et de façon beaucoup plus méticuleuse au niveau du G5 Sahel pour prendre en compte vraiment la dynamique régionale dans le traitement de la question sécuritaire. Alors parlons de sécurité toujours à l'international. L'actualité, c'est à l'Afghanistan. Alors quel impact cette situation pourrait avoir notamment au Sahel, puisqu'on parle du Sahel? Oui, ce qu'on a suivi ces dernières heures ou ces derniers jours, je veux dire, en Afghanistan, c'est vraiment l'effondrement d'un régime sous les coups de butoir du mouvement des talibans. Et comment cela est arrivé là? Je pense que c'est ça la leçon la plus importante que nous devrons retenir. C'est-à-dire un gouvernement incapable de satisfaire et de répondre aux besoins de sa population ne peut pas se maintenir indéfiniment. Donc, les responsabilités de l'État, là, il est du premier devoir du gouvernement de les assumer. Si les populations se sentent abandonnées, si les populations ne sentent aucune présence de l'État sur l'étendue du territoire national, elles sont livrées à elles-mêmes dans l'insécurité, elles sont livrées à elles-mêmes quand elles sont vulnérables face à des inondations, face à des famines, face à des épisodes de sécheresse, face à des épidémies. Vous voyez, on crée le lit et le terreau pour que des mouvements de cette nature-là, des mouvements excentriques, viennent supplanter l'État. Et c'est cette dérive dangereuse-là qu'il nous faudrait intégrer dans notre approche de la gestion des crises et de la sécurité. C'est vrai, les problèmes ne sont pas du tout similaires, puisque en Afghanistan, vous voyez la puissance internationale que les États-Unis étaient en négociation avec les talibans pour préparer déjà leur exit, et que dans notre contexte, dans le Sahel, la France, qui est la puissance la plus impliquée, refuse systématiquement le cadre de dialogue avec les mouvements djihadistes. Et surtout au Niger, il n'y a même pas d'interlocuteur, puisqu'il n'y a aucun groupe endogène autochtone du Niger, et c'est heureux de le constater. Mais cela n'empêche pas que nous subissions le contre-coup. Donc il nous faudrait avoir une vision plus globale en termes de traitement de la crise sécuritaire, c'est-à-dire intégrer non seulement la dimension de la défense, donc l'approche sécuritaire, mais il nous faut aussi intégrer l'approche diplomatique avec nos partenaires. Et les 3D, comme on dit, et l'autre approche, c'est le développement. C'est-à-dire qu'il faut que l'État réponde présent, il faut que les populations se sentent concernées et leurs préoccupations prises en compte par l'État au niveau central. Et en ce moment, les choses iraient d'elles-mêmes, puisque l'allégeance de ces populations-là, de nos zones reculées, irait vers l'État central plutôt que vers la tentation d'aller vers des groupes excentriques, des groupes djihadistes et des groupes armés non étatiques. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important et qui doit prendre en compte ces dimensions. Parlons économie à présent, vous avez joué un rôle important dans le processus de la zone de libre-échange continentale ZLECAf. Alors quel intérêt pour les pays africains, particulièrement pour le Niger? Oui, il est heureux de saluer et de souligner les progrès énormes que le continent africain a accomplis ces dernières années sur un des chantiers phares du programme de l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'agenda 2063, c'est les chefs d'État et de gouvernement des pays africains qui, en 2013 à Addis Ababa, ont décidé de se donner une nouvelle vision, puisque 50 ans après les indépendances, donc la constitution de l'Organisation de l'Unité africaine, les grands idéaux, les grands principes, les grands objectifs qui étaient visés à travers la mise en place de cette organisation-là n'ont pas été atteints. Donc c'était plutôt un constat d'échec. Et nos leaders se sont dit qu'il ne faut pas que les 50 prochaines années soient également un demi-siècle de perdu. Donc il faut avoir une vision claire de là où il faut amener le continent. Et c'est une vision vraiment qui reflète un continent uni, un continent prospère qui vit en paix à l'intérieur de ses frontières et aussi avec le reste du monde, et qui représente une force
avec laquelle le monde doit composer. C'est cette vision-là qui a guidé donc nos leaders à mettre en place un certain nombre de projets structurants, un certain nombre de projets phares, dont l'une des premières consistait à la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine. Et en quoi consiste cela? C'est simplement un marché commun africain. Vous savez, il y a un constat quand même, c'est de se dire, quand on regarde le commerce des pays africains, on commerce très peu entre nous. C'est de l'ordre, pendant longtemps, c'est entre 12 et 15%. Le commerce des Africains entre eux par rapport à leur commerce avec le reste du monde. Et c'est vraiment très faible. Il n'y a qu'en Afrique où ce niveau est très bas. En Asie, c'est 50%, c'est-à-dire la moitié du commerce des Asiatiques se passe en Asie. En Europe, c'est 70%. 70% du commerce européen au sein de l'Union européenne se passe entre les pays membres de l'Union européenne. Vous voyez, même aux Amériques, ça dépasse les 30%. Et il n'y a qu'en Afrique où vous venez, c'est comme si on s'ignore entre voisins. Et vous voyez d'ailleurs notre situation, par exemple, le Niger. C'est vraiment un scandale, c'est presque incompréhensible. Le Niger, on est entre la première puissance économique du continent, le Nigeria, et la quatrième puissance économique qui est l'Algérie. Imaginez rien que le potentiel qu'il y a si on connectait ces deux puissances économiques-là, pour qu'elles puissent échanger. Ce qu'on peut avoir comme retombées sur le long des corridors de commerce, les transitaires, les transporteurs, tous les services qu'on puisse fournir en connectant ces deux économies-là. C'est un gisement énorme de dizaines de milliers d'emplois pour nos jeunes qui est là, qu'on ignore, qu'on fait semblant comme s'il n'existait pas. Puisque pendant longtemps, la frontière algérienne était fermée. Il a fallu le récent déplacement du chef de l'État pour qu'on sente à l'ouvrir. Donc c'est comme si on pouvait vivre le dos tourné à l'Algérie, ça ne nous disait rien. Alors que c'est des opportunités réelles qu'on est en train de gager, qu'on n'est pas en train de rentabiliser pour le bonheur de nos jeunes, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Tout ce potentiel d'emploi, de création de richesses qu'on est en train d'ignorer, c'est de cela qu'il s'agit. Donc la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale, vise un peu à faciliter tous ces mouvements-là. Pourquoi? Parce qu'elle va supprimer le droit de douane sur le commerce intra-africain. Et le commerce intra-africain, je l'ai dit tantôt, il est très faible, mais son avantage, quand vous regardez sa structure, contrairement à notre commerce avec le reste du monde, c'est un commerce qui est plus porteur de développement. Pourquoi? Parce que c'est un commerce qui porte sur des produits à valeur ajoutée. Ce n'est pas des matières premières qu'on échange entre nous, Africains. C'est des produits manufacturiers, c'est des produits industriels, donc des produits à valeur ajoutée qui ont fait l'objet, n'est-ce pas, d'un processus de fabrication qui ont créé de la richesse, qui ont créé des emplois. Alors que notre commerce avec le reste du monde, c'est simple. Au Niger, c'est l'uranium. Ailleurs, c'est le pétrole. Donc, c'est des matières premières. Et les matières premières, sans avoir cette vision stratégique et ce travail de fond qu'il faut faire, ne portent pas de développement. Puisque vous voyez les grandes sociétés minières, elles vont employer quelques centaines de personnes, tout au plus quelques milliers. Mais c'est des enclaves qui n'irriguent pas le reste de l'économie. Et ça s'est passé partout en Afrique, vous le savez très bien. C'est des enclaves qui, souvent, à la fin, c'est un désastre environnemental qu'elles livrent, qui est même dangereux pour les populations. Il n'y a pas eu de développement. Mais le peu de commerce que nous faisons entre pays africains, comme ils portent sur des produits manufacturés, c'est des choses transformées, ça veut dire que si on contribue à le booster, à l'accroître, c'est des emplois, c'est la création de richesses sur le continent qu'on va accroître. C'est les emplois nouveaux qu'on va développer, et pour tous les pays. Et quand vous voyez l'Afrique dans la situation où elle se trouve, il y a des estimations qui donnent que d'ici 2030, donc une dizaine d'années, il va y avoir 170 millions de jeunes Africains qui vont être sur le marché du travail. Donc il faut qu'on s'organise pour qu'on puisse leur donner les chances d'avoir des emplois décents. Autrement, on est en train de créer les conditions pour que justement ces groupes extrémistes et autres continuent d'émerger, puisque eux, ils vont continuer à embaucher ces jeunes désœuvrés et sans emploi. Il est très difficile de voir des jeunes bien formés, bien éduqués, avec des emplois corrects, aller dans ce genre d'aventure. Donc c'est de la responsabilité de nos États, c'est de la responsabilité de nos pays d'avoir des politiques très claires dans ce sens-là pour faire en sorte qu'on crée la prospérité, qu'on enclenche une dynamique de progrès sur le sol africain. Et tous les États ne sont pas logés, bien sûr, à la même enseigne. Donc vous voyez, dans le cadre de ce processus-là, c'est un marché énorme. On parle de 3 000 milliards de dollars
de produits intérieurs bruts cumulés à l'échelle africaine, c'est 1,2 milliard de consommateurs. Donc imaginez, si vous êtes capable de vous spécialiser rien que sur un produit et puis vendre sur le continent, c'est des milliers et des milliers d'emplois que vous pouvez créer dans votre pays. Et cela ne va pas se faire de façon automatique. Et c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait une stratégie mûrement pensée. Je donnais l'exemple tout à l'heure de la connexion entre le Nigeria et l'Algérie, comment le Niger pourrait en profiter. Mais allez plus loin, regardez ce qui se passe maintenant au Nigeria, dans la zone de Lagos, la zone économique spéciale de Lekki. Aliko Dangote est en train d'investir presque 20 milliards de dollars pour créer le pôle pétrochimique le plus important du monde. Oui, en une seule location. Et ça va ouvrir bientôt dans 1 à 2 années. Et c'est des milliers d'emplois qui seront créés. Est-ce que, suivant cette dynamique, on ne peut pas lui emboîter le pas, voir une zone comme Zender, où il y a déjà une raffinerie, créer un bassin pétrochimique tout autour? Parce que la raffinerie, c'est quand même presque 1000 milliards de dollars d'investissement. Et quand vous regardez, il n'y a pas 1000 emplois directs qui sont créés. Donc, on peut faire l'effort d'investir peut-être 50 milliards additionnels. Et ces 50 milliards additionnels vont nous permettre de créer 3000, 4000 emplois supplémentaires. Vous voyez, on pouvait créer des unités de transformation pour faire de la peinture. La peinture, on l'utilise partout. L'ardoisine dans toutes les classes qu'on est en train de construire au Niger. Donc des choses simples, toute l'industrie plastique, les chaises plastiques, les tables plastiques qu'on utilise partout, même dans les villages à l'occasion de cérémonies de mariage. Toutes ces choses-là sont importées. Alors que le gisement est là, le potentiel est là. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas organiser cette production-là, qu'elle se mette en place? Parce que c'est ça qui crée la richesse. Et c'est cela qui va donner aussi les emplois à nos jeunes, les former. Cibler aussi d'autres zones où on peut faire des agropoles. Agropoles, il y a la production, il y a la transformation aussi qui s'ensuit. Mais prenez le Niger, aujourd'hui on est presque à 25 millions d'habitants. C'est le seul pays qui a atteint ce marché-là. Aujourd'hui, il n'y a pas... une production de sucre local. On importe chaque année des dizaines de milliards en sucre et autres. Pourtant, on a des bassins fertiles qui peuvent produire la canne à sucre. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser mettre en place des unités de transformation pour qu'on produise le sucre pour nous-mêmes et même éventuellement l'exporter à nos voisins? On peut multiplier les exemples à souhait comme ça et voir avec chaque pays comment on peut s'interconnecter, créer les conditions d'émergence des unités de transformation de tous les produits agro-pastoraux, que ce soit la filière viande, les cuirs et peaux, tout cela, il est avéré que le Niger a des avantages certains, mais on ne les exploite pas, on en reste là. Dans le domaine agricole, le violet de Galmi, vous voyez l'oignon, partout il est prisé en Afrique. Mais on ne monte pas à échelle, on ne fait pas de la transformation, on se contente de la petite production plus ou moins informelle. Et on laisse à d'autres le soin de mettre de la valeur ajoutée et de créer des emplois pour eux. Chaque fois qu'on exporte des produits bruts, il ne faut pas se voiler la face. C'est des emplois qu'on exporte. C'est-à-dire que c'est comme si nous, on n'a pas besoin des emplois, on les donne à d'autres pour qu'eux, ils créent les emplois pour eux-mêmes. Donc il faut quand même, à un moment, se dire que ça va. Il faut qu'on ait des perspectives pour notre propre pays. Il faut qu'on crée la richesse, qu'on la capte et qu'on la fixe sur le territoire nigérien. Et c'est en cela qu'on peut créer des emplois pour les jeunes. Parce qu'avec notre dynamique démographique, c'est dont on ne se rend pas compte. Au Niger, chaque année, c'est au moins 300 000 jeunes qui viennent sur le marché de l'emploi. Et quand vous faites la sommation de tous les emplois créés, on annonce souvent avec fanfare que 50 000 c'est beaucoup. Non, 50 000 c'est pas beaucoup. Parce que si même vous avez créé les 50 000, c'est-à-dire chaque année vous mettez 250 000 jeunes Nigériens hors du marché du travail. En 4 ans, ça veut dire que vous avez 1 million de jeunes qui n'ont pas de boulot. Vous voyez la dynamique que vous êtes en train d'enclencher, c'est une dynamique extrêmement dangereuse. Il est grand temps qu'on se rende compte que ce n'est pas viable et trouver des alternatives réelles et crédibles pour avoir des programmes robustes de création de la richesse et d'emploi de jeunes. Président, une dernière question. Au Niger, un nouveau système de facturation a vu le jour, la facturation certifiée. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients pour l'État, mais aussi pour les entreprises? C'est un nouveau système, en fait, qui est nouveau ici, mais qui a été expérimenté depuis des décennies, y compris dans les pays africains.
et de l'expérience de certains pays, puisque j'ai eu à travailler sur des questions de financement de développement. Et à ce titre, j'ai visité des dizaines de pays africains. J'ai travaillé avec les ministères des Finances, les directions des impôts, pour voir comment booster la capacité de l'État à collecter l'impôt, pour financer d'abord son propre développement. Parce qu'on ne peut pas continuer éternellement à se considérer comme récipiendaire de l'aide, comme des assistés. Et donc, pour montrer cette bonne volonté-là, il faut d'abord avoir un système fiscal robuste qui puisse permettre de collecter l'impôt. Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne que c'est presque un sport national, je veux dire la fraude fiscale. Tant que vous pouvez frauder l'État, vous allez le faire. En général, c'est même considéré comme du bon sens. Parce qu'il est très difficile de voir des gens qui vont prendre d'eux-mêmes avec le sourire l'argent et puis payer l'impôt. Chaque fois quand on paye l'impôt, c'est toujours avec plus ou moins, voilà, quand on est contraint, on n'a pas d'autre choix parce que ça risque de chauffer. C'est à ce moment qu'on consent à payer l'impôt. Et donc, ce nouveau dispositif vraiment va permettre de mettre plus de transparence d'abord dans le système de collecte de l'impôt. Parce que non seulement il y a les paiements qui font défaut, mais même les déclarations, par exemple la TVA et autres, la déclaration est laissée au bon vouloir des contribuables. Alors que là, le fait d'informatiser et d'automatiser les tâches, donc tout est centralisé et ça permet une meilleure lisibilité, une meilleure programmation aussi du système de collecte de l'État et plus de transparence dans le système. C'est un développement vraiment qui est très bienvenu et je pense que au lieu d'être chaque fois un peu à la traîne, il nous faut aussi investir dans ces systèmes-là pour qu'on soit à l'avant-garde, qu'on trouve des solutions innovantes que d'autres vont utiliser. Mais c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut travailler avec les opérateurs économiques, avec les contribuables aussi. Il ne faut pas qu'ils aient l'impression que c'est vraiment un bâton ou un couperet qui leur tombe, qu'ils comprennent la transparence du système et qu'ils y adhèrent. Parce que c'est aussi une des conditions pour optimiser la collecte des recettes fiscales. Mais les recettes fiscales, encore une fois, sont très importantes parce que non seulement c'est ça qui donne en fait à l'État les moyens pour faire face aux défis et aux fonctions de l'État. Et c'est ça qui montre aussi à nos partenaires notre volonté d'aller de l'avant, notre volonté de changer la dynamique de faire de sur place parce qu'on compte d'abord sur nos propres forces et à ce moment, il est plus facile que des intervenants extérieurs viennent nous appuyer. Président, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président du parti politique Niger-ENA. Vous avez participé aux dernières échéances électorales. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, messieurs, dames, c'est également tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.